Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir et merci de cette proposition aussi parce qu'on dialogue pour programmer les cycles. On se doutait que Piala ferait peut-être moins d'enthousiastes que les cycles qu'on a pu faire sur la comédie musicale par exemple ou les comédies amoureuses. On voit bien qu'on cherche quand même au cinéma à trouver quelque élan vital, mais moi je le trouve dans le cinéma de Piala. J'espère qu'au cours du cycle, il y aura bien d'autres occasions de faire passer pourquoi ce choix. Mais déjà, je peux l'exposer puisque c'est l'ouverture du cycle un tout petit peu. Ça peut aller de quelque chose de très personnel, à savoir d'avoir vu un film de Piala à sa sortie quand j'étais enfant. C'était À nos amours, et que je considère encore comme son chef-d'œuvre. Et voilà, c'est quand même un peu bizarre de le voir enfant, mais c'est très très marquant. Et c'est aussi la forme qui marque, qui laisse une empreinte rythmique, quoi. Donc on va reparler du rythme, du montage, etc. Chez Piala. La deuxième raison, elle explique aussi pourquoi vous êtes moins nombreux ce soir et pourquoi j'ai perçu l'année dernière à la fin du cycle, quand on vous a annoncé que le cycle de cette année serait Piala, une espèce de petits désappointements sombres, disons l'idée qu'il allait falloir s'armer de courage pour voir ou revoir ces films. Et au fond, je me dis que plutôt que d'aller la contre, en réalité, j'aimerais embrasser une forme de négativité, si vous voulez, qui se traduit effectivement à beaucoup de niveaux dans la vie, les propos et l'œuvre et les films de Piala, et même affirmer que l'art, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de productif et d'intéressant à l'intérieur de ces espèces de blocs de noirceur que peuvent être les films ou les propos du cinéaste lui-même, ou voilà, son attitude. Alors, voilà, j'essaierai Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur d'embrasser cette négativité ? Je me suis posé la question, soit parce que j'ai moi-même un esprit saturnien, mais bon, je ne pense pas que les cycles précédents aient vraiment montré ça. En réalité, aussi parce que je pense que ça correspond à ma position de critique. Donc, puisque j'entends de plus en plus l'idée que pourquoi critiquer un film, il vaut mieux ne rien en dire si on ne l'aime pas, et finalement la critique étant l'art d'aimer, pour citer Jean Douchet qui a beaucoup été ici, voilà, on se tait si on n'aime pas, passons à autre chose. Il y a tellement d'objets sur lesquels écrire, pourquoi consacrer du temps, de l'énergie. Et en fait, je maintiens qu'il y a cette part de négativité, d'humeur, on pourrait dire d'humeur peut-être noire, dans la pratique de la critique, et qu'il ne faut pas forcément se contraindre à positiver à tout crin. Donc je pense qu'il y a un lien entre une position, disons, critique et ce qu'a affirmé Piala, plus ou moins malgré lui, ou plus ou moins en luttant contre ses propres penchants, ou au contraire en les exhibant de manière spectaculaire. Vous avez peut-être le souvenir à la télévision de son fameux point levé à Cannes en 87 quand il a reçu la Palme d'Or. On en reparlera au moment de Sous le soleil de Satan. Je ne vous aime pas non plus, hein, vous ne m'aimez pas, moi non plus. Eh bien voilà, je me disais, plutôt que de mettre un peu sous le tapis cet aspect-là de son travail, je pense qu'il faut vraiment, c'est l'occasion, un cycle, de regarder ça en face. Alors, pour juste situer le moment de ce premier film, les circonstances, vous le savez peut-être, Piala a commencé à faire des longs métrages, c'est-à-dire ce long métrage, Si l'enfance nue, tard, à 43 ans. Donc c'est un jeune cinéaste, mais qui a déjà 43 ans. C'est pas tellement qu'il a eu d'autres vies avant, mais quand même, il a dû travailler, faire beaucoup de travaux, mais surtout, il a étudié aux arts décoratifs et aux beaux-arts, et donc il a toute une pratique de peintre. Donc en 45, alors il est né en 25, donc en 45, 46, 47, par exemple, il expose au salon des jeunes peintres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, c'est un peintre assez intéressant, et puis il va arrêter
Et quand on lui a demandé mais pourquoi vous n'avez pas poursuivi dans cette voie, vos tableaux, on les a vus récemment, il y a quelques années, ils ont été un peu exhumés à sa mort ensuite par sa veuve. Voilà, ils sont tout à fait intéressants. Il a dit oui, j'avais une main, etc. Mais en fait, il faut être très très bon ou sinon c'est trop dur, ça ne sert à rien de continuer. Donc évidemment qu'il y a quelque chose de sa pratique de peintre qui persiste dans son œil, dans son rapport au cinéma, et on verra peut-être pourquoi, mais en tout cas il y a tous ses débuts plutôt sous cet aspect-là. Et puis ensuite il a fait des courts-métrages au début des années 50 amateurs, des petites commandes, des films en Turquie. Et puis il fait L'amour existe. Si on a le temps, je vais vous montrer un petit extrait après ce film-ci, son film de 60. Et là, c'est un court-métrage. Et là, il a tout de suite des prix, un prix à Venise, le prix Louis Deluc. Voilà, c'est une forme de consécration étonnante pour quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce qu'on le reconnaisse. Et c'est toujours un peu désagréable, hein, si vous êtes aussi dans cet état d'esprit. Tout à coup, d'être reconnu et adoubé, c'est pas forcément au fond ce qu'on veut. Donc voilà, L'amour existe nous a en tout cas fait entendre une voix singulière. Ce ne sera pas encore, à mon avis, la voix avec un X de Piala, tout à fait, mais on pourra en reparler. Et puis, par son amitié avec Claude Berry, par son intérêt pour l'enfance, disons, placée, l'enfance abandonné, eh bien il arrive à réunir les fonds. Il s'est fait remarquer avec L'amour existe, et il arrive à monter un film, vraiment un film de long métrage produit, notamment alors avec une productrice dont vous avez déjà entendu parler peut-être pour La Nouvelle Vague, qui est Maude Baudard, mais aussi avec François Truffaut. Si vous connaissez bien les films de Truffaut, évidemment vous savez que la condition de l'enfant évidemment est quelque chose qui tient, c'est peut-être la seule chose qui tenait à cœur à Truffaut. Et donc il va financer ce film. Piala ne sera pas du tout plein de gratitude pour ses camarades plus jeunes que lui de La Nouvelle Vague, mais c'est une autre histoire. En tout cas, ce film-là est né d'une enquête qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il est vraiment allé sur le terrain, une enquête, on pourrait dire, sociale, hein, et par contre, après, c'est complètement une fiction, et on verra selon quelle méthode. Je vous laisse peut-être déjà découvrir, j'ai été assez longue, L'enfance nue, donc 1969, et puis on se retrouve après mon film. Bon, quelques mots sur la méthode de tournage de ce film, pour que vous puissiez réémerger. Puisque vous avez vu que donc, le film est tourné dans des décors réels autour de Lens. Donc les décors sont effectivement réels, ça c'est un choix. Mais il y a un mélange de comédiens et de gens, si on veut, qui jouent un rôle qui est écrit, hein, qui est scénarisé, mais qui, à partir du scénario, sont amenés, mis en situation à improviser. Alors est-ce qu'on le sent? Et évidemment, ce qui est devenu la rencontre centrale du film, que Piala n'anticipait pas à ce point, disons qu'on voit qu'ils prennent beaucoup de place, c'est le couple Thierry. C'est-à-dire qu'il s'est révélé un très bon... Enfin, je ne sais pas si ce sont de bons acteurs, mais ça nous amène à réfléchir à ce que c'est que le jeu pour Piala. C'est-à-dire qu'on voit déjà, là on est dans son premier long métrage, mais on voit déjà que ce qui l'intéresse, c'est différents régimes de jeu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'hétérogène et ça ne le gêne pas. Ce qui amène évidemment à cette question du rythme aussi, laisser tourner la caméra, quand est-ce qu'on coupe, quand est-ce qu'on laisse tourner. Ça ne le gêne pas qu'on voit que quelqu'un est en cours d'improvisation. Et il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, plusieurs fois, surtout pour le couple Thierry, donc les deux, Mémère et Pépère, des coups d'œil à la caméra. Comme si, voilà, ils se demandent si la prise est finie, ça y est, voilà, est-ce que leur improvisation doit continuer ou non. Et ça, c'est pas une maladresse de la part de Piala, c'est-à-dire qu'on sent que le film, c'est aussi une forme de documentaire. Alors, pour le coup, non pas un documentaire sur les enfants placés, même si, je vous ai dit, là, il a fait une enquête lui-même assez sérieuse avant
avant de faire ce film, avant d'écrire la fiction, avec Arlette Langman, qui était sa compagne, et c'est aussi à elle son premier travail de scénariste, et aussi elle a collaboré au montage. Arlette Langman, sœur de Claude Berry, et donc compagne de Piala pendant plusieurs années, et notamment qui va écrire le scénario, la première version du scénario d'Anneaux Amour. Et donc à partir de ce scénario, voilà, mettre ces non-acteurs en situation, et évidemment que par exemple l'histoire de résistance de Pépère, elle est réelle. Simplement dans la façon dont elle est dite, il y a plein de prises qui ont été faites. Voilà, ils ont travaillé comme des acteurs, mais avec ce matériau-là qu'ils apportent. Je pense qu'on le perçoit, ça. Je ne sais pas si c'est clair dans la façon dont je le décris. Je pense que cette méthode et ce côté hétérogène des gens qui participent au film, on le perçoit. D'abord, on le perçoit aussi dans les accents. Par exemple, Mémère la Vieille, c'est une actrice. Effectivement, elle ne parle pas de la même façon que les autres. Mais tout cela est aussi une façon de travailler avec justement cette hétérogénéité sans essayer de la dissoudre dans quelque chose d'unifié. Et il me semble que c'est déjà une première caractéristique de la manière de Piala, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'impression on sent confusément ou plus clairement que c'est réalisé avec ces différents régimes de jeu, avec ces différents statuts des gens qui participent au film, et en même temps on a, me semble-t-il, mais je suis curieuse de savoir comment vous le ressentez, une impression de patte humaine et de flux qui est assez forte, alors que la structure du film est évidemment par épisode. C'est une chronique, c'est pas une histoire avec un début, un milieu, une fin. Il y a quelque chose d'abord de très répétitif, on pourrait dire, dans les transgressions du personnage, mais aussi c'est aussi un choix de raconter cette histoire par épisode. Alors peut-être que le film vous a fait penser aux 400 coups de François Truffaut, un film qu'on a beaucoup plus en tête en général que L'Enfance nue, et qui date d'il y a 10 ans par rapport à celui-ci. Je pense que Piala l'avait aussi en tête, bien sûr qu'il l'a vu, il a déjà parlé de ce film. En même temps, il faut toujours relativiser les entretiens donnés par les cinéastes, et en particulier Piala. Il peut changer, il a ses humeurs, mais c'est intéressant, quand il parle des 400 coups, il ne sauve que, si vous avez le film en tête, la scène avec la psychologue, la scène d'interrogatoire, d'entretien d'Antoine Doinel avec la psychologue, dont on sait que c'est la seule scène tournée en son direct par François Truffaut. Tout le reste du film est, comme les films du début de la Nouvelle Vague, étant post-synchronisé. Et donc là, on sent que ce qui intéresse Piala, c'est ça, c'est-à-dire cette matière un peu documentaire, où c'est une vraie psychologue qui est en face d'Antoine Doinel, sauf qu'on la voit jamais, mais on l'entend. Et donc il y a quelque chose de vivant, même si en fait il y a plein de prises qui ont été faites de cette séquence. Mais on voit bien qu'il y a quand même une structure par épisode qui peut vraiment faire penser aux 400 coups. Il y a aussi une dimension autobiographique déplacée, puisque Maurice Piala n'était pas un enfant de l'assistance, il était ni orphelin ni abandonné, et ça pose aussi quelque chose qui va être absolument récurrent sous toutes ses formes dans son cinéma, à savoir justement l'abandon. Et il s'en est aperçu, et dans ses entretiens il en parle, à tel point que voilà, il a l'impression de patiner un peu, et c'est plus ou moins malgré lui. Et il dit, à un moment, après le succès de Nous ne vieillirons pas ensemble, faudrait que j'arrête de faire des films sur les ruptures. Il commence à s'apercevoir qu'il y a quelque chose de récurrent dans son cinéma. Là, c'est assez pur, disons, c'est à l'état pur, puisque de fait, ce sont des enfants placés, ou on pourrait dire déplacés, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça apporte, cette situation d'enfant abandonné, quand même? Il me semble que là, c'est très fort, quand même, tout de suite dans ce film. C'est qu'il est en position d'observation. Et ça, c'est dans la ça informe complètement la mise en scène.
Je vous disais qu'on avait l'impression, par le caractère de chronique par épisode, par cette espèce de teneur documentaire, que c'était informe d'une certaine façon. Il y a une tentation de croire en tant que spectateur qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'informe. En réalité, c'est très frappant quand on le voit sur un très grand écran comme ça. C'est ce qui, me semble-t-il, frappe. C'est au contraire la forme, c'est-à-dire un sens de la composition des plans, avec énormément de ce qu'on appelle des surcadrages, c'est-à-dire beaucoup de plans où on est dans une embrasure de porte un peu compliquée, les escaliers, les rambardes, un grillage. À un moment, il regarde à travers le grillage dans le potager, là, près du poulailler ou du potager. Donc, ce sont des postes d'observation, et on a l'impression, il y a aussi ce plan rapproché de la vitre, de la vitre de la voiture, quand il quitte les Joigny, le premier couple de parents d'accueil, où il tient ce regard sur cette femme qui finalement l'a abandonné, on pourrait dire une deuxième fois, l'a fait partir, et à qui il a offert ce foulard. Et voilà, le regard est tenu, mais en même temps il y a la vitre. C'est toujours ces espèces de postes d'observation, mais qui sont jamais un regard direct. Il y a toujours des choses en amorce, des choses qui s'interposent. Et évidemment, ça, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est la construction du regard du cinéaste selon Piala. Donc c'est là où ça n'est pas autobiographique dans le sens du récit ou de ce qui arrive vraiment à François, mais dans ce regard de l'abandonné, on pourrait, c'est clairement comme ça que Piala informe cette espèce de position du metteur en scène qui est à la fois dedans et qui s'exclut, qui n'arrête pas de s'exclure en fait du plan, de la maison, de la structure d'accueil, et qui en même temps a ce regard de celui qui sait qu'il a tout perdu, d'une certaine façon. Pour moi, ce regard quand il part dans la voiture, c'est pas traité sur un mode mélodramatique, mais tout de même, là c'est une question de durée de plan, le regard est longuement gardé au montage. Donc il y a des questions comme ça de rythme qui sont durer un peu plus que ce qu'on attendrait simplement pour comprendre une situation. C'est autre chose qui se joue dans la durée des plans et du découpage en général de ces épisodes. Est-ce que là-dessus ou sur autre chose vous voulez intervenir? Est-ce que tu peux nous dire comment Truffaut a vu le film? Qu'est-ce qu'on a pensé? Je me souviens plus trop, j'avais lu des choses. Truffaut était beaucoup plus, comment dire, accueillant, c'est pas le mot, mais ça a été un critique dans les années 50 qui peut avoir été très virulent et acerbe, mais ça l'intéressait énormément. Il est très sensible à ça. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que autant Piala peut être vraiment vachard avec des gens comme Truffaut qui pour lui, disons cette génération de gens plus jeunes que lui, mais qui sont arrivés plus tôt. Et il dit lui-même, je les envie au sens invidia, quoi. Je les envie au mauvais sens, je les jalouse. Et en même temps, c'est bien d'avoir de l'envie parce que ça veut dire que quand même... donc il me semble que Truffaut est plutôt admiratif, même si Piala n'est pas dans une posture de gratitude par rapport à celui qui l'a aidé à produire le film. Et on peut dire que Piala accomplit quelque chose qui va au-delà, effectivement, me semble-t-il, de ce que fait Truffaut, dans le sens... Pourquoi je dirais ça? Il ne s'agit pas de jouer un film contre l'autre pour nous. On est spectateurs, on peut tout à fait aimer les deux films, ou l'un ou l'autre, mais il y a quand même quelque chose qui, ici, me semble beaucoup plus cru, beaucoup plus, plus rude. Pas seulement parce que le milieu, on entend des accents, on voit des... je pense qu'il y a eu quand même le fait de tourner en couleur. C'est pas seulement l'œil du peintre, c'est la richesse de détails que contient le film qui entre en tension avec cette solitude, disons, cet abandon. Je trouve que le film, et surtout quand on le voit en vrai, est extrêmement détaillé, surtout dans les objets. Les objets, les images qui commencent à peupler la vie de François et de Raoul, l'adolescent.
que ce soit des images de ces espèces de romans plus ou moins pornographiques qu'on voit à la fin, ou que ce soit Ho Chi Minh, ou que ce soit... on voit que là, il y a quelque chose qui... Il y a des plans vides, hein, il y a quelques plans où quelqu'un part et puis on a le décor qui reste tout seul, là, en haut de l'escalier, enfin le palier, des choses comme ça. Et puis, il y a le mouvement de l'irruption. Alors là, le plan emblématique de ça, ce serait la porte. On ne sait pas, d'un coup, il n'y a plus ni Raoul, ni François dans le plan, puis le couteau, le poignard, qui se plante comme ça, et on est saisi, c'est-à-dire qu'on est saisi de la violence du geste. Il aurait pu effectivement tuer Raoul, mais tout simplement rythmiquement, enfin visuellement et rythmiquement, de l'irruption de quelque chose dans le plan. Voilà. Alors après, Piala, ça peut être quelqu'un qui fait irruption quelque part, mais il suffit que ce soit cet objet. Il y a une espèce de pureté dans ce travail-là. Donc il me semble que c'est à la fois plus rude et à la fois plus détaillé, et que les 400 coups étaient à la fois plus stylisés, finalement, par l'usage du noir et blanc, par quelque chose de beaucoup plus ramassé, et en même temps plus romanesque. C'est-à-dire qu'on poétise quand même une situation un peu de délinquance. Il y a quelque chose de, oui, je ne sais pas comment dire autrement, de plus romanesque, alors complaisant ou pas, mais dans les 400 coups, et qui me semble là beaucoup plus mise à nu, justement, beaucoup moins... Alors il y a aussi, bien sûr, le fait qu'il n'y a pas vraiment d'espoir. Enfin, la fin est ouverte, mais... C'est pas la même enfance, parce que dans les 400 coups, il n'est pas abandonné, il a quand même ses parents. Bon, même ils en si... veulent plus, ses parents. Comment ? À un moment, ses parents jettent l'éponge. Enfin, puis c'est son beau-père, c'est pas oui, son père. Mais il y a quand même il y a quand même une famille, il y a au moins sa mère, quoi. Et tandis que là, c'est vraiment l'enfance abandonnée, c'est ce côté rude, je trouve. Et alors en plus, c'est tourné à Lens. Et le film a été fait en 69, c'est ça ? 68. Donc les mines, si elles tournaient encore, hein. Oui. Mais je me demande si la fin. Je me demande s'il ne parle pas aussi de l'abandon de ces mineurs. Et je trouve que c'est très très beau, parce qu'on ressent beaucoup ces vies de familles de mineurs. Et cette générosité, moi je trouve qu'elle est étonnante. Pépère et Mémère, ils sont étonnants. Oui. C'est-à-dire que là, on voit que Truffaut avait fait un premier long métrage, mettons, parfait, d'une certaine façon, et que ce qui intéresse Piala, c'est l'accident, on pourrait dire. Hein. Je plante aussi des graines pour les prochains films. C'est-à-dire, je parlais de l'irruption du couteau. Voilà, bon, c'est un geste de mise en scène assez simple, mais assez frappant, et qui est une sorte de synecdoque de la violence, d'une violence beaucoup plus vaste que simplement ce geste-là, comme tous les gestes de passage à l'acte de l'enfant, quoi, qui en fait sont des échos diffractés d'une autre violence, enfin, de la violence de l'abandon profonde, quoi. Pourquoi je disais ça ? Oui, Truffaut a fait une sorte de film parfait. Son premier coup, son coup d'essai, c'est une sorte de coup de maître. Et on voit bien que Piala, tout de suite, ce qui l'intéresse, c'est l'imperfection, c'est quelqu'un qui joue un rôle qui est proche du sien, mais qui est amené à dire un récit de vie vrai, mais qui va, en fait, sa langue va fourcher, il va dire, on voit qu'il est en plein effort pour essayer de se souvenir de comment il avait raconté son histoire de résistance, puis qu'il faut qu'il la redise, etc. Et donc toutes ces imperfections-là, ou bien la scène du banquet, la scène de noces, par exemple, où à la fois on sent une joie, alors on est au bord parfois du pittoresque, de la vignette, disons, régionaliste d'une certaine façon, on pourrait y sombrer, enfin, je ne sais pas comment vous le percevez, et en même temps, par exemple, le fait qu'on voit que les gens à la fois chantent la chanson, puis à la fois savent plus trop les paroles, et voilà, et tout est comme ça, c'est-à-dire d'ouverture à ce qui peut s'accidenter, à ce que le hasard ou l'imparfait, l'imperfection peut apporter. Donc c'est deux... Et en ce qui me concerne, je m'identifie plus, enfin j'aurais plus aimé être l'enfant des 400 coups, Antoine Doinel, qui tout de même, s'il va au cinéma, c'est aussi pour le plaisir, parce qu'il aime le cinéma. Alors que là, je voudrais pas être l'enfant de comment il s'appelle déjà, François. L'enfant de François, parce que c'est à la fois, comme dit Mémère, il est
il est gentil, mais en même temps, il a une telle souffrance en lui que il n'arrive pas à aimer et à se faire aimer. Il souffre terriblement. Et pourquoi vous disiez ça par rapport à la scène du cinéma où il va au parce que là, le cinéma, on a l'impression que c'est pas c'est plus le plaisir de se retrouver entre potes et puis de manger des glaces comme ça. Et puis, c'est pas le truc. Enfin, comment dire, dans le film de Truffaut, Antoine, il va au cinéma avec son copain parce que, de toute façon, c'est presque autobiographique. Hein. Truffaut se raconte beaucoup dans les 400 coups, et c'est vraiment l'amour du cinéma. On a cette impression tout de même. Alors que là, on a plutôt l'impression qu'ils vont au cinéma, comme ils vont balancer des trucs sur les voitures, quoi. Ouais. C'est pas. Ça, on pourrait le généraliser à beaucoup d'autres pratiques de cet enfant. Effectivement, le cinéma, c'est un bon exemple. Et quand on verra Mes petites amoureuses, il y a aussi une séquence où l'adolescent va au cinéma. Bon, outre que moi, j'adore ce plan du rideau avec les publicités. Mais voilà, je ne m'en lasse pas. Bien sûr que... Pourquoi c'est toujours des séquences clés ? Parce qu'on a un cinéaste qui fait son film. Donc forcément, on se dit... il y a quelque chose là qui se joue de ce regard de manière... mais vous avez raison de dire... Enfin, vous avez raison aussi factuellement, parce que Piala ne s'est jamais présenté comme un cinéaste cinéphile. En réalité, je pense qu'il a peut-être vu, alors peut-être pas autant de films que Truffaut, parce que effectivement Truffaut, qui était à Paris, qui raconte comment il faisait une espèce d'officiel des spectacles quand il était enfant, qu'il allait distribuer en rassemblant les différents programmes des cinémas, etc. C'était vraiment un cinéphile forcené, et puis un jeune critique, etc. Mais quand même, je pense que en réalité, Piala, il a dû voir quand même beaucoup de films, mais c'est pas ça qu'il veut dans son ethos, disons, de cinéaste. En tout cas, lui, il n'a pas l'impression que c'est ça qui est le plus fort dans sa formation. Et il me semble qu'on le voit dans le film, c'est-à-dire que c'est plutôt les plans où on voit l'intensité de ce que perçoit François. Donc là, toutes ces situations d'observation qui vont... Quand même, il y a une gradation dans le film, et cette accélération, cette gradation dans l'intensité du regard, elle est quand même, me semble-t-il, dans le plan, quand tout à coup il entend ce qui se passe en bas, mais il essaye de comprendre ce qui se passe. On a juste lui sur son lit, et il entend des choses, mais c'est trop confus, et on comprend après que... Raoul rentre et dit « Mais mère la vieille, elle est morte ». Donc quand même... Ça me semble que ça construit là quelque chose, c'est-à-dire que plus ça se précise et plus voir, c'est voir la mort en face, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être qu'à un moment, on passera plus tard un extrait d'un film qui n'est pas dans le programme, mais qui est La gueule ouverte. Voilà, il y a cette idée qu'à un moment, regarder, c'est pas faire des belles images, c'est pas se préparer c'est pas idéaliser, justement, c'est pas être un cinéaste qui va être dans une forme d'héroïsation, d'idéalisation, faire des images, mais c'est beaucoup plus violent. C'est faire face à cette violence qui n'arrête pas de faire irruption dans sa propre vie tout le temps, et de faire qu'il bégaye, qu'il n'arrive pas à avancer, à construire une relation, hein, puisque même avec le couple des Thierry, on voit bien que quelque chose prend, et puis non, ça disjoncte encore. Et cette espèce de rupture permanente, c'est vraiment aussi caractéristique de ce qui arrive dans tous les films de Piala. Mais finalement, parce que ce que tu dis, c'est cette violence qui est du monde, quoi, qui représente, c'est assez déstabilisant quand même de dire ça, de dire qu'un cinéaste, en fait, son but, ça serait de montrer ça, et alors qu'on chercherait plutôt naturellement la violence, oui, qu'on peut recevoir dans ce genre de situations qui sont violentes, parce que l'abandon, la situation de ses enfants. Et ce que je veux dire, c'est que ça va pas de soi, en fait. Enfin, je veux dire, on dirait qu'un cinéaste chercherait un autre sujet pour, entre guillemets, mettre le spectateur de son côté. Oui. Et en fait, comment dire, malgré tout, quand il y a, au bout du compte, il y a quand même une beauté de ces films. Donc, il y a quand même quelque chose
qui se fait. C'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant du négatif. Parce que ouais, mais voilà. Du coup, après, quand vous avez vu des couleurs, on se dit, en fait, qu'est-ce qu'elle raconte mais bien sûr, et c'est intéressant parce que je regardais tout à l'heure une archive d'une émission comme une sorte de ciné-club télévisé, une émission qui s'appelait Chant contre Chant en 74, donc après le succès de Nous ne vieillirons pas ensemble, qu'on vous montrera dans quelques séances. Donc gros succès, alors que L'Enfance nue n'a pas du tout marché. Et donc l'émission de télévision, avec un présentateur, etc., présente l'enfance nue, l'air de dire, voilà, vous avez raté l'enfance nue, mais vous avez adoré Nous ne vieillirons pas ensemble, regardez le premier film de Maurice Pialat. Et en fait, il est là, ils font un entretien, et Pialat n'arrête pas de se dénigrer. C'est-à-dire que et de dire tout et son contraire, mais ça fait sens. C'est-à-dire que il dit comment j'ai pu imaginer que en fait ce sujet-là, ça allait faire venir des gens, ça allait plaire. Il y a vraiment que moi pour penser. Comment j'ai pu penser ça? Évidemment. Et en fait, j'avais tort. Alors, il parle de 5 ans avant, hein, c'est pas si vieux. J'avais tort parce qu'il faut toujours essayer de plaire. Et il le dit. Il le dit. Et en même temps, il fait des films, même après, qui ne sont pas dans cette complaisance-là. Mais on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est une lutte interne aussi à sa propre création, de à la fois absolument vouloir aller jusqu'au bout de montrer ça, et donc de regarder aussi la mort en face. Enfin, quand l'enfant, par exemple, reste dans la chambre de Mémère la vieille, et où Mémère dit « Bon, allez, viens maintenant », et puis elle ferme la porte. Mais nous, on sait qu'il a regardé le cadavre, en fait. Voilà, d'aller très très loin dans cette crudité-là, et en même temps de dire non, mais en fait, il faut chercher les spectateurs, il faut plaire, et il est tout aussi sincère quand il dit ça. C'est étonnant. Pour revenir à Truffaut, je dis ça parce que j'ai vu récemment L'Argent de poche, qui a été tourné après, si je me souviens bien, 76 peut-être. À peu près, oui, en 60. Ah oui, 76 ou 78. C'est beaucoup plus plaisant à regarder. Il y a des trucs difficiles dedans. Il y a des choses très difficiles. Il y a un enfant battu. Oui. Ouais. Mais quand même, globalement, c'est. Alors, c'est aussi par épisode, effectivement. Oui, il y a une côté chronique un petit peu. Oui, c'est intéressant parce que dans cette émission, mais il y a eu d'autres entretiens dont je vous parle, Pialat dit, mais en fait. Donc je vous dis, il dit, mais il faut toujours plaire. Bien sûr que ça s'est planté parce que c'est un sujet. Comment j'ai pu penser que ça pouvait intéresser les gens? Et en même temps, il dit le contraire, c'est-à-dire qu'il se flagelle parce qu'il dit, moi, dans les familles, les enfants que je suis allée voir, il a suivi des enfants placés comme ça. Il y en a un, il s'est pendu avec la laisse du chien dans les toilettes. Et il y en a un autre, il a pris des cachets, il est mort, quoi. C'est-à-dire qu'il parle de 2 suicides, et il dit, et comment ça se fait que ça ne s'est pas retrouvé dans mon film? Donc il se pose lui-même cette question-là, de lui-même avoir malgré tout, il dit, fait la pute, je cite, mais je n'ai pas dû la faire assez bien. Donc c'est toujours d'avoir été à la fois trop dur dans le choix de son sujet pour faire partie du monde du cinéma, d'une certaine façon, enfin du cinéma vu, parce que son but c'est quand même, c'est ça sa culture, c'est du cinéma populaire, c'est pas une culture élitiste, il n'a pas envie de plaire à une petite niche de gens qui vont voir du cinéma à réessai. Évidemment, on voit bien que s'il filme, les gens qui filment et tout ça, s'il les fait participer au tournage comme il les fait participer, c'est pas pour que ça plaise à une petite élite. Donc voilà, il y a ce double mouvement, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il a vu est beaucoup plus violent, en fait, que ça. Et que simplement, ça s'est pas retrouvé à la fin, il n'a pas su le faire. Je connais aucun autre cinéaste, finalement, alors c'est peut-être une sorte de masochisme, je ne sais pas, mais qui ait quand même cette espèce d'honnêteté-là, quoi, de critique qui se mange elle-même, d'une certaine façon. C'est pour ça que je parlais de négativité, mais aussi de la productivité, disons, et de la réflexion permanente que produit cette... C'est pas du tout de l'autocritique, dans le sens un peu politique, où on le ferait à destination des autres. C'est vraiment quelque chose qui est complètement intérieur, quoi. Non, mais, finalement, ces films-là, l'intérêt surtout qu'ils ont, c'est de les voir maintenant, oui, et de revoir l'époque, en fait, parce que finalement, ils sont énormes, ils sont très très bien filmés, ouais, pour, ouais, nous donner une vision de l'époque, parce que bon, quand on connaît des gens qui ont vécu, on retrouve Pépère qui raconte ses faits de guerre,
Qui n'a pas connu quelqu'un qui a fait la guerre et qui racontait les histoires. Moi, quand je vois le mariage, j'ai vu les photos de mariage de mes parents. C'est ça en photo, en noir et blanc. Et là, on voit en couleur, en mouvement, mais c'était exactement ça. Je revois même le plan de table, c'était quasiment le même, avec les mariés au milieu, les coupes de champagne. Et l'intérêt, c'est que ça n'est pas rétrospectif. C'est pas un film. Voilà, c'est de l'époque. Et en le revoyant là, on voit les gens vivre l'époque. Et donc, ils sont extrêmement bien faits, tous ces films. J'en ai vu un récemment qui était passé, qui était au début des années 70, mais on reconnaît le rythme de vie. Et ils sont extrêmement bien faits pour finalement pour l'avenir. Donc c'est maintenant qu'il faut les voir, ces films-là. Ouais. Et finalement, quand on voit ce sujet-là, bon, vous dites que c'est toujours négatif, mais aujourd'hui encore, quand on parle de l'adoption, c'est toujours le côté négatif, donc toujours des enfants qui fuguent, même un film actuel sur l'adoption, il y a toujours le gamin qui va fuguer à un moment parce qu'il n'est pas bien dans sa famille d'accueil. À croire que si on montre une famille où ça se passe bien, finalement, c'est peut-être pas intéressant non plus. C'est pour montrer une vie de famille, une famille normale. Et donc, a priori, donc les problèmes étaient les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cet enfant, on parle d'abandon, mais on a l'impression qu'il cherche à se faire à nouveau abandonner, mais par sa faute. C'est-à-dire que finalement, sa mère l'a abandonné, on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être qu'il était déjà... J'ai pas retenu d'ailleurs dans le film s'il a été abandonné petit ou déjà grand. Alors, il y a des discours contradictoires sur la mère, est-ce qu'elle va le reprendre ? En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'a pas été abandonné complètement, officiellement. Ouais, il n'est pas encore Il devait être assez grand déjà, donc soit il avait fait des bêtises. C'est complètement instable, c'est encore pire d'une certaine façon. Parce qu'ils sont tous en train de se demander à chaque fois, non mais en fait il est malade, enfin, c'est à croire qu'il a une maladie, alors que finalement non, c'est un gamin qui vivait, il y en avait des têtes dures à cette époque-là, qui étaient dans des groupes évidemment de gamins qui faisaient des conneries, et ça se faisait beaucoup, il terminait... Il y a beaucoup à cette époque-là de gangs de garçons. Et donc on a l'impression qu'il se cherche... D'ailleurs, cette fameuse scène de regard, quand il regarde à travers la fenêtre, j'avais l'impression moi, qu'il avait un certain défi, là, de dire, bah voilà, j'ai réussi à me faire abandonner. On ne sait plus finalement s'il était vraiment triste ou si vraiment il était un peu diabolique même à ce moment-là. Derrière sa vitre, l'air de dire, bon bah ça y est, j'ai réussi ce que je voulais faire, je voulais voir autre chose, bah maintenant je vais aller voir autre chose. Et puis après, bon, c'était une connerie qu'il a fait, mais finalement il était presque bien content de rechanger encore. Puis le Raoul, a priori, lui aussi, il est bien content de partir de temps en temps. Oui, on sent bien que ce processus, disons, d'auto-exclusion, ou même de destruction rapportée à soi, même l'histoire de la sandale, mais ça se traduit par des choses, des détails. Le fait qu'il shoot dans sa sandale pour finalement qu'elle soit mise au fond du trou. C'est vraiment un détail qu'on pourrait étendre à son comportement à chaque fois. C'est-à-dire, c'est lui la sandale qui se met dans le caniveau. Et en même temps, ce qui est génial, moi ce que je trouve l'une des scènes les plus émouvantes peut-être, vous allez me dire je suis vraiment tordue, c'est quand on voit Pépère avec son truc pour aller ouvrir l'égout, quoi. C'est-à-dire, ok, en fait, il y a un après, et on pourrait dire que des éducateurs de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont encore aujourd'hui effectivement confrontés exactement à ce type de passage à l'acte, et à tel point que les structures ne savent plus quoi faire, et donc ils vont d'une structure en une autre jusqu'à ce qu'il y ait même plus moyen de les placer d'une certaine façon, ou bien donc ils restent dans des familles alors que le juge a ordonné leur placement. Il y a plein de cas comme ça. Finalement là ce qu'on voit c'est que pragmatiquement on va ouvrir la bouche d'égout et puis on va repêcher la sandale, mais c'est d'une simplicité. Moi ça je trouve ça extrêmement touchant, disons plus qu'un discours sur ce qu'il faut faire de l'enfance abandonnée, etc. Je trouve ça beaucoup plus d'abord cinématographique et puis beaucoup plus émouvant aussi. C'est quand même ça le but du cinéma, en tout cas selon Piala. C'est-à-dire qu'il y a des affects forts, il y a de la violence, mais c'est aussi des affects que nous, on reçoit, nous spectateurs, et y compris l'amour. La scène par exemple où Mémère est sur les genoux de Pépère et explique pourquoi elle est sur les genoux, pourquoi elle boit son café sur ses genoux. Donc c'est ça le travail du corps aussi. Il suffit de cette posture-là ou de certaines...
ou bien quand on la voit pleurer, c'est joué, puisque sa mère ne meurt pas effectivement pendant le film. Mais il y a quelque chose de très physique, là, de très matériel, qui nous provoque ces émotions-là. Et juste sur l'époque, je vous disais, effectivement, le film est très riche en détails. Il y a ce long travelling sur le buffet quand il arrive chez les Thierry, quand François arrive dans cette famille qui est clairement plus pauvre, pas du tout urbaine, contrairement aux Joigny, au couple précédent, et encore plus sa mère, puisqu'il parle d'un magnétophone, d'un électrophone chez sa mère. Et voilà, il y a ce travelling sur le buffet avec toutes les photos, et on voit que c'est pas un plan documentaire pour dire voilà ce qu'il y a dans ce décor-là à ce moment-là. C'est aussi, bien sûr, ce que l'enfant, le film qui commence à se faire en voyant toutes ces têtes en photo inconnues, mais où c'est une espèce de voilà un possible roman familial. On t'en représente un autre. Est-ce que celui-là, ça va coller? Est-ce que tu vas pouvoir relier les points? Est-ce que ça va pouvoir faire sens? Est-ce qu'il y aura des récits associés à ces visages, quoi? Et à un moment, on y croit, puisqu'on ouvre un livre de chansons, on les chante ensemble, voilà, il y a quelque chose qui prend là de l'histoire familiale, quelque chose se tisse, et puis ensuite, effectivement... mais ce que je veux dire sur les années 70, c'est effectivement aussi une des raisons, 70 et 80 surtout, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Piala pour ce cycle, parce que bien sûr que tout le cinéma français des années 70 et 80 pourrait nous dire quelque chose de l'époque, plus ou moins, mais il y a quand même eu beaucoup de cinéastes, notamment la lignée Benex, Besson, etc., qui sont allés vers complètement autre chose que, disons, le substrat néo-réaliste, disons, d'après-guerre. Ils ont fait des univers beaucoup plus imaginaires, beaucoup plus stylisés, etc. Piala, lui, est très attentif à la forme. Je vous disais, il a été peintre, voilà, il sait très bien que filmer, ça n'est pas juste enregistrer et restituer le réel. Donc il y a un art de la composition, de la durée, etc. Mais en même temps, c'est une radiographie de la France, d'une certaine France à un certain endroit peut-être, mais en tout cas très riche, et ce sera pareil pour les années 80. Donc c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles on a choisi Piala. Il y a quelque chose de l'ordre de la francité, si on peut dire, qui est très fort et qui revendiquerait, parce que c'est quelqu'un qui ne revendique pas la modernité. Justement, je disais qu'il ne voulait pas travailler pour une élite, etc. Alors c'est toujours un peu glissant comme discours, hein. Ça peut être un peu populiste, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a cette culture populaire et du cinéma populaire, ou en tout cas d'une époque, donc avant-guerre, où le cinéma pouvait être à la fois très maîtrisé, et populaire. Et donc, notamment Renoir en particulier. Peut-être on regarde les extraits. Juste, je voulais revenir rapidement sur... Mais tu peux, ouais. Je voulais revenir rapidement sur l'idée de plaire aux spectateurs. Il semblerait quand même que Piala, et tout à son honneur, il fait quand même l'œuvre qu'il a envie de faire et qui va lui plaire à lui. Mm-hmm. Et d'ailleurs, quand il a dit à propos Sous le soleil de Satan. Voilà, il a dit « Vous ne m'aimez pas, mais moi non plus ». Je pense qu'il voulait dire par là qu'il a fait le film qu'il aimait lui, qu'il avait envie de faire, et tant pis si ça ne vous plaît pas. Et je pense que plaire aux spectateurs, c'est une chose, mais qu'après, on sait bien que le cinéma, c'est toujours la même histoire, c'est une industrie, et qu'après, plaire, ça veut dire quoi en ce qui concerne le cinéma, quoi. Alors moi j'entendais se plaire, il a vraiment dit ça, hein, il faut toujours plaire, il faut toujours essayer de plaire. Moi j'entendais vraiment ça dans un sens XVIIe siècle, le misanthrope. C'est-à-dire où on comprend que dans le misanthrope de Molière, finalement quand même, c'est pas le misanthrope qui est, comment dire, évidemment, il y a une tension, mais la valeur n'est pas mise sur le misanthrope. On n'est pas entièrement du côté du misanthrope. On l'entend, et c'est un personnage flamboyant, riche, etc. Mais en réalité, à la fin des fins, me semble-t-il,
et bien plaire, cette espèce de légèreté qu'il y a à vouloir plaire, en fait, elle est profonde, elle est philosophique. Et moi, j'entendais plutôt ça comme ça, que bien sûr qu'il faut plaire parce qu'il faut faire des entrées, parce qu'on est dans l'industrie, ou bien sûr qu'il faut plaire parce qu'il faut flatter le spectateur. Je pense pas. Et je pense que quand il a dit « vous ne m'aimez pas », mais je vous le rends bien, enfin, je ne vous aime pas non plus, il s'adresse aux professionnels de la profession. Il s'adresse quand même à l'industrie, parce que dire ça à Cannes, hein, une salle au Festival de Cannes, c'est si vous voulez, c'est d'une densité de professionnels qui se sent. Il y a une espèce de vibration, c'est pas du tout des spectateurs, d'une certaine façon, c'est autre chose. Donc c'est la profession qui de manière très cruelle, peut siffler, peut ne pas financer le prochain film, etc. C'est ça, c'est cette violence-là, quand même, me semble-t-il, qui leur renvoie. On peut la généraliser à tout le monde, hein, mais quand même. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il a eu raison de faire ce film, parce que même si à la fois il décrit et une région très particulière et une époque, mais il parle aussi d'une enfance, et ça traverse les siècles, cette histoire-là. Enfin, je veux dire, on se sent aussi bien concerné aujourd'hui par ce qu'on vient de voir. Et ça, c'est incroyable de voir un film comme ça. Et à l'inverse, on pourrait dire, vous dites, ça traverse les siècles, c'est-à-dire qu'on a aussi le 19e siècle, ou on a aussi Jules Vallès. Enfin, il a lu, il a aussi cette culture. Par exemple, j'avais consulté des archives, il a écrit un très long texte sur Proust. Il avait un projet sur Proust. Donc c'est quelqu'un qui, là encore, pas du tout par souci culturel, mais parce que il y a là quelque chose, il y a une matière humaine en fait qui est effectivement, qui transcende. Et pour moi, c'est ça le grand cinéma, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a la précision, le détail, la localisation, les gens réels en partie, mais quand même beaucoup. Et en même temps, cette capacité à styliser malgré tout, à composer pour faire que ce qui nous marque, ça nous reste comme quelque chose d'universel. On n'a pas l'impression d'avoir vu un documentaire, voilà, on va sur les mines de Lens, ouais. Voilà, géographiquement ou temporellement situé. Alors pour ceux qui ont un tout petit peu de patience, on va passer à la suite, 2 extraits. Ouais, chronologiquement, donc. L'amour existe d'abord, parce qu'ils entrent, à mon avis, vraiment en écho. Je ne ferai pas un long commentaire, mais voilà, c'était pour vous laisser avec donc un film fait avant, qui est un court-métrage de 1960, qui est sorti d'ailleurs en 62 avec Vivre sa vie de Jean-Luc Godard en salle. Et d'ailleurs, Godard était un cinéaste qui l'épargnait, lui, par rapport aux autres, dans ses discours un peu méchants sur les autres de la Nouvelle Vague. Et ensuite, vous verrez un extrait d'une série qu'on n'a pas pu inclure dans le cycle parce que c'est 6 épisodes de 50 minutes, qui est La Maison des Bois, une série pour l'ORTF, une dramatique, comme on disait, de 1971. Premier film, pour vous montrer quand même qu'il y a quelque chose d'ourlé dans la voix off qu'il écrit, il y a quelque chose d'encore très très littéraire, rattaché plutôt aux années 50, au documentaire avec voix off, voilà, avant que le son devienne du son direct. Et en même temps, quand on écoute ce qu'il dit dans ce film sur la banlieue, qu'est L'amour existe, d'abord il est à le nous, enfin il est à la première personne. Et puis, alors j'ai oublié la phrase, je l'avais notée, je l'ai entendue et je pensais, j'ai pas réussi à l'idée que le cinéma collecte des objets et des lieux qui sont déjà passés d'une certaine façon. Et là, on a presque l'impression qu'il y a tout son cinéma dans cette vision-là de la banlieue, dans le regard qu'il jette sur la banlieue bien après la guerre. Bien après, si vous avez vu par exemple Aubervilliers d'Élie Lothar, qui doit dater de 48, Catherine, je ne sais plus, vraiment magnifique court-métrage sur Aubervilliers et sur des endroits vraiment pauvres, voire insalubres d'Aubervilliers. On sent qu'il y a tout ça, mais on est déjà en 60. Donc, et il y a voilà, les guinguettes qui maintenant sont vides, rares, devant la boue, etc. Donc quelque chose de toujours déjà perdu, qui pourrait verser dans une nostalgie un peu complaisante et qui en fait garde malgré tout quelque chose d'assez âpre
et qui va bien sûr développer après d'autres manières dans son cinéma, notamment, comme vous avez vu après, dans L'Enfance nue. Et puis le deuxième extrait, alors là, c'était pour vous montrer d'abord Maurice Pialat, acteur, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il avait aussi fait, avant de faire du cinéma, il avait aussi été acteur de théâtre, malgré tout. Il avait étudié le théâtre, mais aussi quand même joué. Et il joue dans certains de ses films et dans certains films d'autres, et notamment donc dans sa propre série La Maison des Bois, que je vous recommande vraiment. C'est une série qui est située, vous l'aurez peut-être compris, pendant la Première Guerre mondiale. Et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement actuel, enfin, à la fois de très daté dans ce qui est dit et dans ce qu'on leur fait dire, etc. Et puis dans ce côté l'instituteur de l'époque, et en même temps d'au présent, quoi. C'était pour montrer que même quand il fait une série qui est une série d'époque, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre du présent, et ça tient au visage, au corps, à la façon dont il fait vivre comme ça la classe de manière très organique, et on sent qu'il y a quelque chose d'actuel, quoi. On est à la limite même de ne pas croire que, malgré leurs accoutrements, ce sont des enfants du passé. Et puis je voulais aussi vous montrer cet extrait parce que vous avez reconnu le petit garçon qui joue François, Michel Tarazon, qui est aussi donc dans La Maison des Bois, de même que l'acteur qui joue Raoul et qui revient. Donc souvent il fait ça, il prend des noms professionnels, mais il les réemploie une deuxième fois, et c'est le cas. Donc si L'Enfance nue vous intéresse, je pense que La Maison des Bois, c'est aussi un film sur l'enfance abandonnée, parce que c'est justement des enfants qui sont placés chez un couple un peu mûr, mais à la campagne, pendant que leurs parents sont plus ou moins à la guerre, ou plus ou moins dans des situations différentes. Et il y a un personnage qui s'appelle Hervé, et qui est comme ça, l'enfant qui ne reçoit jamais de lettres, qui est aussi très touchant. Bon, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Merci d'être venu, merci de votre patience. Et merci, prochaine Charlotte. Fois, je crois qu'on voit La Bête humaine. Alors non, la prochaine fois, c'est Nous ne veillerons pas ensemble. Ah d'accord. Le 15 novembre. Voilà. Donc venez, parce qu'il y aura Jean-Yann et Marlène Jobert, et voilà, enfin un grand succès de Maurice Pialat. De l'amour et de la joie de vivre. Oui, voilà. Et ça va saigner. Donc on espère que vous viendrez. Voilà, merci. Merci Charlotte. Et puis mercredi prochain, on peut se retrouver aussi pour le début du cycle de Palma avec l'un de ses premiers films qui s'appelle Hi Mom. Hi Mom, excellent film. Que tu recommandes. Et donc c'est le Ciné-Club de Jean-Paul.